Voilà, toujours dans le cadre de notre émission, le magazine de la diaspora, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes donc au deuxième jour. Hier, vous avez vécu avec l'ambiance et tout ce qui s'est passé. Là, par contre, sur ce deuxième plan que je vous montre, vous découvrez tout simplement une autorité de notre pays qui est de passage ici. Je parle du ministre de la Jeunesse, son Excellence Anatole Kouliné-Makosso. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Une fois de plus, on vous retrouve ici au Salon du Livre. Nous savons que vous êtes un ami de la lecture, vous êtes un écrivain aussi. Votre présence ici, est-ce que c'est pour représenter cette encyclopédie? En effet, je suis non seulement un écrivain, mais je suis un petit éditeur. Oui. N'oubliez pas que je suis le promoteur des éditions L'Harmattan Congo, que j'ai installé au Congo pour rapprocher le citoyen de l'édition, parce que l'édition semblait pour le Congolais une sorte de croix, de chemin de la croix. Et j'avais œuvré pour que les éditions L'Harmattan soient installées au Congo, pour que les jeunes et tous les autres auteurs aient moins de difficultés que par le passé pour publier leurs idées. Voilà, mais ici je suis venu non seulement pour exposer les ouvrages que nous avons pu éditer dans le cadre de l'Harmattan Congo, mais aussi pour faire la promotion de cet ouvrage collectif qui a été édité aux éditions Cripol sous la direction de Aimé Emmanuel Yoka dans le cadre de son think tank, le Cripol, et ouvrage à l'élaboration duquel nous avons participé parce que c'est un ouvrage collectif. Voilà. Alors, monsieur le ministre, ministre de la Jeunesse, justement, nous remarquons un réel progrès avec la jeunesse, justement, congolaise. Le jeune s'intéresse de plus en plus à la lecture. Nous avons des bibliothèques telles que ce qu'on a inauguré à l'université Marien Ngouabi. Nous avons des facultés, des amphithéâtres avec le chef de l'État. Finalement, avec la jeunesse, moi je fais allusion au Conseil national de la jeunesse que vous avez créé. Qu'est-ce que vous allez dire à cette jeunesse-là? Parce que par rapport au livre, nous remarquons qu'il y a justement évolution. La jeunesse s'intéresse effectivement à la lecture. La jeunesse s'intéresse justement à la lecture, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, contrairement à certaines idées reçues. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'autres éléments de divertissement qui nous amènent à penser que bon, les jeunes s'intéressent de moins en moins à la lecture, mais on voit combien elles leur demandent pour des conditions d'études, des conditions d'occupation du temps libre, la demande souvent portée vers la construction, la gestion, la création des bibliothèques. Ça peut nous permettre de dire effectivement que, contrairement à certaines idées reçues, les jeunes sont encore familiers du livre. Et vous le dites si bien, vous avez vu la bibliothèque de l'université Marien Ngouabi. C'est l'une des plus grandes bibliothèques pratiquement d'Afrique centrale. Bon, je ne parlerai pas des conditions d'études qui sont en train de s'améliorer au fur et à mesure avec les amphithéâtres. Oui. Ce sera les plus grands amphis qu'on ne retrouve nulle part en Afrique. Donc vous voyez que le gouvernement congolais a une politique très portée vers l'amélioration des conditions d'études, les conditions de vie de ces jeunes. Mais ces efforts ne sont pas encore suffisants. Le peuple congolais est un peuple exigeant, la jeunesse congolaise est très exigeante. Vous me parlez du Conseil national de la jeunesse, mais le Conseil national de la jeunesse nous dit toujours « peut mieux faire ». Ça veut dire que les jeunes en attendent davantage et le gouvernement travaille pour leur offrir le maximum qu'ils voudront justement. Voilà. Monsieur le ministre, nous sommes au Salon du Livre, nous allons légèrement déroger à la règle pour avoir les nouvelles du Conseil national de la jeunesse. Vous avez instauré un nouveau système qu'on a connu à l'époque, colonie des vacances. Nous sommes déjà en mois de mars, bientôt avril. Est-ce qu'on va retrouver cette même dynamique avec la jeunesse? On a vu des enfants partir de l'Europe, de partout, se retrouver là où se tient la municipalisation accélérée. Est-ce que c'est prévu pour cette année aussi? Je peux vous dire que si l'on décide aujourd'hui d'arrêter cela, c'est le ministre de la Jeunesse qui passera à l'échafaud. Oui. Ça, je peux vous permettre de vous le dire parce que tout le monde, c'est au moins un dispositif sur lequel tous les Congolais sont presque d'accord et les jeunes en premier. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'occuper les jeunes pendant les vacances. Il y a beaucoup d'enseignements que nous mettons en exergue au travers la colonie de vacances. C'est déjà l'appropriation de leur espace, l'appropriation de leur territoire. Ça permet aux jeunes de découvrir leur environnement, de découvrir le pays. Donc,
dans toute sa splendeur, dans toutes ses richesses. Partir de tous les départements du pays, partir de l'Europe, de l'Afrique, de quelque continent que ce soit, pour aller passer un bon moment dans une localité de son pays est une fierté pour les jeunes. Surtout ceux de la diaspora qui viennent rejoindre les autres. Surtout ceux de la diaspora qui rejoignent les autres. Il y a aussi, à part le fait qu'on découvre le territoire, puisqu'on ne les enferme pas, il ne s'agit pas d'un casernement, il s'agit d'une véritable découverte du pays. Parce que pendant la colonie de vacances, les enfants parcourent d'autres départements. Donc ils ne restent pas seulement dans le lieu d'accueil. Ils découvrent tout le département d'abord, tout le district dans lequel ils sont, avec tous les villages. Ils découvrent tous les autres districts du département. Ils découvrent d'autres départements qui sont sur l'axe. Donc c'est important pour la conquête du territoire. On ne peut pas aimer un pays si on ne le connaît pas. Et nous créons des conditions pour que les jeunes connaissent leur pays pour mieux l'aimer. C'est le patriotisme. Mais il y a aussi le vivre ensemble que nous cultivons. Ce brassage, c'est un moment important pour les jeunes. Ça crée un sentiment de vouloir vivre collectif. Et on ne peut pas aller vers une nation si on ne se connaît pas, si on ne se tolère pas. On ne peut pas se connaître, on ne peut pas se tolérer si on n'a jamais vécu ensemble. Donc en attendant que soient relancés les internats dans notre pays, nous pensons que la colonie de vacances est un dispositif important pour recréer ces conditions de vivre ensemble. Et je peux donc vous dire que c'est un défi pour nous. Malgré les restrictions budgétaires, malgré les grands chantiers qui attendent le Congo en 2015, c'est un défi pour le gouvernement de réussir à Ouesso la colonie de vacances autant que le gouvernement l'a réussi dans les autres départements. Une dernière question sur le livre, le tout dernier. Nous savons tous que le ministre est un grand écrivain. Le tout dernier livre sur le marché de votre actif, votre dernier livre sur le marché, c'est lequel? Je veux dire à titre personnel, après le livre sur la Côte d'Ivoire, le tout dernier c'était un livre de foi, d'engagement en politique, c'était Vous, le vent nous bâtissons. Mais à titre collectif, le tout dernier, c'est celui que nous présentons aujourd'hui, la petite encyclopédie politique du Congo. Un livre de plus de 1200 pages qui reproduit près de 1250 mots, près de 34 discours de l'histoire politique du Congo prononcés par tous les présidents qui se sont succédés et les grands acteurs, même étrangers, qui ont marqué la vie politique du Congo, notamment les De Gaulle, les André Malraux. Ça reproduit ici toutes les constitutions que nous avons eues dans le pays, près de 8 constitutions et 4 actes fondamentaux. Tout ça s'est reproduit ici. Il est reproduit ici tous les gouvernements, toute la composition de tous les gouvernements qui se sont succédés au Congo depuis l'indépendance. Il est reproduit ici la composition des différentes chambres parlementaires qui se sont succédées au niveau dans le pays depuis l'indépendance. C'est donc un ouvrage riche qui permet de transmettre aux générations actuelles et aux générations futures l'histoire pour que ces jeunes, ces générations s'approprient l'histoire de leur pays. Et c'est une culture de la citoyenneté parce qu'on ne peut pas être un citoyen modèle si on ne connaît pas son histoire. On ne peut pas connaître son histoire si l'histoire n'est pas relatée. Et la meilleure façon pour nous de relater l'histoire à nos générations futures, aux générations actuelles, et de rappeler aux générations passées l'histoire qui a été la leur, c'est la publication de ces petites encyclopédies politiques du Congo. Une toute dernière question, je pense que vous allez peut-être refuser à répondre. Nous avons tous lu une lettre ouverte du ministre Olivier Makosso, une sorte de réponse au professeur Zachary Boao. Vous voulez faire un commentaire là-dessus? Si vous me demandez de faire un commentaire, je le ferai. Merci de m'en donner l'occasion. C'est une question surprise. Parce que je n'ai plus jamais voulu communiquer au sujet de cette lettre que j'ai faite en réaction de celle que le ministre Boao a adressée au président de la République. J'ai plus voulu faire de commentaires parce que les Congolais en général et les journalistes en particulier, vous en l'occurrence, chacun y est allé avec ses émotions, ses pulsions pour condamner la démarche qui a été la mienne. Je voulais d'abord rappeler que une lettre ouverte est un document entre guillemets littéraire. C'est un document intellectuel. Quand elle est ouverte, le destinataire
auquel la lettre est censée être adressée n'est qu'un destinataire fictif. Au fond, la lettre ouverte, c'est un document argumentatif qui a pour mission de susciter l'adhésion du plus grand nombre de lecteurs ou d'acteurs aux idées qu'on développe. Donc, en adressant une lettre ouverte au président de la République, le ministre Boao s'adressait à tous les intellectuels, à tous les citoyens qui pourraient y avoir un intérêt et qui pouvaient adhérer à ces idées. Moi, je ne pouvais pas totalement adhérer à ces idées et c'est pourquoi je me voyais dans l'obligation morale de réagir. Ce n'est donc pas une sorte de... comme ça a été jugé partout. Non, non, non. Il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. C'était pour le bien, l'intérêt du débat. Et c'est ça le débat intellectuel. Maintenant, la deuxième raison qui m'obligeait à répondre, vous voyez, quand vous lisez le décret qui porte les attributions du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le décret, il est bien dit que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique veille à la culture démocratique, à la promotion, assure la promotion de la culture de la paix, la promotion de la culture démocratique, assure la promotion des lois et règlements de la République. Voilà, la Constitution est une loi. La Constitution est une loi, c'est la loi fondamentale. Donc la promotion des lois et règlements de la République, y compris de la Constitution, c'est le ministre en charge de la jeunesse et de l'éducation civique. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. La Constitution participe de la culture démocratique. Parce que la culture démocratique, on ne peut pas être un bon démocrate si on ne comprend pas la Constitution. Il faut la connaître, la comprendre, comprendre les mots qu'il y a. Et ça, c'était aussi mon devoir d'expliquer. Vous voyez que là où j'ai répondu, le ministre Boao a abordé beaucoup d'aspects. Moi, je n'ai réagi que sur un point. Quand il a dit la révision ou le changement de la Constitution n'avait aucun fondement juridique. Voilà. Je dis non, là, vous vous trompez, vous êtes allé trop vite dans l'analyse parce que vous avez oublié de prendre en compte un certain nombre d'aspects. Pour telle raison, il peut y avoir un fondement juridique. Et donc, dans la suite de votre débat, dans la suite de votre analyse, n'oubliez pas d'intégrer cela. C'est tout ce que visait la lettre au ministre Boao. Maintenant, ça a été pris par vous avec les passions primitives qui sont celles des Congolais. Mais je comprends ça. C'est mon travail de continuer à expliquer. Et si c'était à refaire, je le referais pour expliquer aux Congolais ce que c'est. Si c'était à refaire, le ministre le referait. Voilà. Ah oui. Si c'était à refaire, le ministre le referait. Alors, mesdames, messieurs, comme vous le remarquez, le ministre est donc venu présenter cette encyclopédie de Aimé Emmanuel Yoka. Ça, vous l'avez peut-être pas dit, préfacée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Merci à vous, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Merci. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, toujours dans notre émission, le magazine de la diaspora, sur toutes les chaînes au Congo où vous nous recevez, nous avons encore une autre autorité de notre pays qui est de passage en France, qui est un auteur en même temps. C'est justement sur cette casquette que nous le recevons. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Vous êtes de passage à Paris, nous savons tous que vous avez déjà écrit le tout dernier qui est donc sur le marché, c'est le curriculum vitae du Congo. Il y a aussi enjeux et dynamique des rivalités sociales au Congo. Comment se comportent ces ouvrages dont vous avez mis sur le marché? Bon, je risque d'utiliser votre chaîne comme média de publicité. Je pense qu'il y a un grand intérêt. J'ai laissé d'abord que les lecteurs aient le livre. Ensuite, je vais devoir présenter les deux ouvrages au courant du mois d'avril, parce qu'il a fallu laisser le temps aux lecteurs. Alors, monsieur le ministre, la jeunesse congolaise s'intéresse de plus en plus à la lecture. Que pensez-vous justement de l'évolution avec les écrivains, la littérature? Quel aspect vous avez alors, votre témoignage? Non, la jeunesse congolaise ne s'intéresse pas seulement à la lecture, mais précisément à l'écriture. Oui. Parce que vous savez que après que l'humanité se soit stabilisée sur le plan agricole, la deuxième mission, c'était de formaliser les connaissances grâce à l'invention de l'écriture. Or, on imagine que l'Afrique essaie de se stabiliser. Donc les villages sont devenus sédentaires, mais il nous manque un outil
pour conserver nos connaissances. Aujourd'hui, on utilise l'écriture à partir d'une langue étrangère pour conserver notre culture, mais je pense que dans cette conservation, il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. Et donc, aucun pays au monde, je dis bien aucun pays au monde, ne sait développer à partir d'une langue étrangère, quelle que soit la beauté de cette langue. Quand vous prenez le cas des pays de l'ex-Union soviétique, pourtant ils étaient dans une fédération, la langue était la langue officielle, mais chaque république avait sa langue et son écriture. Et donc c'est un appel, non seulement il faut lire, mais il faut trouver les moyens parce que l'accélération de la vie, hier on voulait résoudre tous les problèmes à partir de la méthode de Descartes, passer du simple au complexe. Mais aujourd'hui, on résout le complexe plus rapidement grâce à l'informatique. Donc ce sont les défis auxquels les nations fragiles comme les nôtres devraient faire face. D'accord. Que pensez-vous de la politique du président de la République? Nous venons d'assister il y a quelques jours à l'ouverture des amphithéâtres où les étudiants congolais sont désormais dans les bonnes conditions, avec surtout la grande bibliothèque, la Bibliothèque nationale à l'université Baringwabi. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à cette politique du président? Je pense que le président fait son travail normal, mais le travail devient plus intéressant parce que depuis que nous avons l'université, on n'a pas encore créé des structures appartenant réellement à l'université. Nous avons hérité des structures de la Fondation de l'enseignement supérieur en Afrique centrale. Si aujourd'hui il y a un éveil, je pourrais dire même un réveil, pour faire ce qu'on est en train de faire, au lieu d'être nihiliste, il faut encourager. Parce que le progrès est cumulatif. Il aura fait ce qu'il a fait. D'autres générations prendront appui pour faire la suite. C'est ça le but que poursuivaient les encyclopédistes au XVIIIe siècle. Ok, d'accord. C'est donc le ministre que nous recevons ici, dans notre stand, dans notre plateau, à Porte de Versailles, au Salon du Livre. Un dernier mot peut-être avec la littérature et tout ce qui se passe ici? Non, moi je pense que c'est vous qui avez introduit le bon sujet en parlant de la jeunesse. Oui. Tout ce que nous faisons, il me semble, ceux qui doivent bénéficier, ce devraient être les jeunes. Pour que les jeunes bénéficient, il faut que les aînés soient mieux préparés. Il faut se poser la question, est-ce que la génération à laquelle j'appartiens trouve des moyens, ne fût-ce que du point de vue professionnel, pour que notre jeunesse soit compétitive demain. Oui. Et le moyen d'être compétitif, c'est de s'adonner à la lecture pour aller dans votre sens. Merci, je vous dis merci M. Edgar Lefouva pour votre présence. À bientôt. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, toujours dans le cadre de l'activité principale de cette semaine, en tout cas ce week-end pour être précis, qui se tient ici à Paris, porte de Versailles, dans le stand du Congo intitulé « Livres et auteurs des bassins du Congo ». Nous recevons des personnalités, les écrivains, les auteurs, les artistes, les Congolais, la diaspora, tout le monde défile ici, à l'instar de notre frère, un compatriote que vous allez découvrir sur ce deuxième plan. Je parle tout simplement, donc c'est mieux qu'il se présente. On y va, mon frère. Merci. Oui. Moi, c'est Franck Linda Moyaba Noumazalaï, ancien président du Conseil national de la jeunesse. Ancien président du Conseil national de la jeunesse, vous êtes resté justement à la tête de cette association, comment on va appeler ça? De cette institution. Institution. Vous êtes resté 3 ans finalement et on a remarqué que vous êtes remplacé. Tout ça, ça se passe avec le ministre Colline Makossou. Oui, oui. Alors parlez-nous de cette institution, de quoi en tout cas elle parle ou encore quel est le but de cette institution en fait, pour ceux qui vous regardent au niveau de la diaspora? Bon, cette institution a pour rôle d'accompagner la politique nationale du gouvernement et nous savons que dans le gouvernement et dans la politique du gouvernement, il y a des priorités et des jeunes y compris. Et notamment, cet instrument vient pour accompagner la vision de l'État. D'accord. Alors, il faut rester 3 ans à la tête. Oui. Est-ce que vous êtes nommé ou
Non, ça se passe par élection. Par élection? Oui, oui. C'est la jeunesse qui vote? Oui, c'est la jeunesse qui vote. Ok, d'accord. Nous sommes au Salon du Livre, nous allons parler littérature, surtout ouvrage. Vous avez écrit un livre. Parlez-nous de ce livre-là. Bon, je n'ai pas écrit un livre. Oui. J'ai accompagné un ami qui a écrit ce livre. C'est le management politique dans la gestion du pouvoir. Oui. Et l'auteur, c'est M. Chavla et Okumat. Et ce livre est même préfacé par le secrétaire général Pierre Ngolo, du Parti congolais du travail. Chavla et Okumat, congolais de Brazzaville? Oui, congolais de Brazzaville, oui. C'est un jeune aussi. Un jeune. Ouais. Ok, d'accord. Alors, on exerce un peu dans ce domaine-là, la littérature, les ouvrages? Oui, de temps en temps, parce que nous savons prendre la relève sur le livre de quelqu'un qui n'arrive pas à l'achever. Il fallait votre bagage, votre intervention. Non, pas la politique. Nous ne voulons pas de la polémique, mais nous savons que les écrits restent, les écrits demeurent. Oui. Parce qu'il y a des écrivains qui ont écrit 100 ans. 100 ans après, nous trouvons des bouquins, nous trouvons ces bouquins-là sur le marché, comme René Descartes, tout ce monde qui ont écrit. Aujourd'hui, nous avons pensé aller dans ce chemin, écrire pour d'autres générations futures qui vont nous découvrir par la langue. Pourquoi le management politique? Le management politique serait l'une des disciplines de la science politique. Oui. Pourquoi nous avons parlé du management? Le mot management généralement est stipulé dans la communication, dans le commerce, dans la comptabilité, dans l'économie. Mais management en politique, c'est planifier. Ça relèverait de la planification en politique. Pourquoi? Parce que nos politiques ne planifient pas généralement quand ils font la politique. Ils vont dans tous les sens et après ils finissent par aller vers le mur. Alors monsieur Noumazalaï, vous êtes un grand nom quand même du Congo. Si c'est pas de vous, mais il y a quelque part les arrière-parents, un an de référence au niveau du Congo. Je voulais dire, qu'est-ce que vous avez retenu de votre expérience en tant que président du Conseil national de la jeunesse en 3 ans? Ben, vous savez que le Conseil national de la jeunesse, pour moi, je me dis que c'est une école. Oui. C'est nous qui avons créé le Conseil national de la jeunesse. Vous êtes le premier? Oui, c'est nous qui avons créé le Conseil national de la jeunesse. Et le Conseil n'existait pas et nous avons demandé au gouvernement de le créer. Je ne suis pas venu pour faire l'apologie, mais ceux qui le savent vous diront qui a tenu le flambeau pour la création du Conseil. Mais je ne suis pas venu exactement pour ça, mais je voulais vous dire ceci que le Conseil national de la jeunesse, c'est une grande école, c'est une université d'échange d'intellectuels, de cadres. Et là-dedans, nous avons toutes les questions qui minent la jeunesse. Dans le cas de la santé, dans le cas de l'éducation, dans le cas de la formation, dans le cas de l'orientation des jeunes dans le domaine de l'emploi. Et je pense que le Conseil national de la jeunesse, c'est l'un des facteurs au développement. Nous allons quand même aborder cette question. Vous êtes libre de répondre. Oui. Vous avez été remplacé par, dites-nous le nom. Par un de mes frères, je dirais un ami. Oui. Bon, un frère que j'ai peut-être encadré quand j'étais président du Conseil, qui s'appelle Exaucé Ibam Gambili. Oui. C'est l'actuel président du Conseil national de la jeunesse. Alors, dites-nous la différence qui existe entre le Conseil national de la jeunesse et... On va aborder ça quand même. L'autre, je ne sais pas si c'est une association que nous voyons tous, on parle de la force montante. Il y a quelle différence? C'est toujours la jeunesse, normalement. La force montante congolaise, c'est une jeunesse partisane. C'est la jeunesse du Parti congolais du travail. Et nous savons que quand nous sommes sortis à l'événement de la conférence nationale souveraine, il fallait aller en démocratie. Et à ce moment, il y a eu plusieurs organisations. Donc on appelle cela l'étape pluraliste, qui nous a ramené à créer plusieurs partis, plusieurs organisations. Du coup, l'étape du mono, là où les mouvements de jeunesse, comme l'UGC qui dirigeait toute la jeunesse congolaise, n'avaient plus sa place. La force montante est dans le cadre du Parti congolais du travail et le Conseil national de la jeunesse est l'instrument national de la jeunesse congolaise. Et c'est un interlocuteur principal de la jeunesse congolaise qui travaille avec le gouvernement. Donc par le biais du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui est dirigé notamment par le ministre Anatole Koliné Makosso. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes sur le magazine de la diaspora et notre invité est tout simplement M. Noumazalaï. Beaucoup, en tout cas, surtout la jeunesse. Je voulais rectifier Moyaba d'abord, Noumazalaï. Ah, précisez-nous pourquoi. C'est Moyaba, Noumazalaï, Franck. Noumazalaï, c'est le nom de mon grand-père, mon défunt grand-père Noumazalaï Ambroise.
Et Moyaba, c'est le nom de mon père. Donc c'est d'abord Moyaba Noumazalaï Franck Linda. Nous sommes donc avec M. Moyaba Noumazalaï, qui est l'ancien président du Conseil national de la jeunesse. Tout à l'heure, vous avez vu le ministre Collinet Makosso qui était assis au même endroit avec ce long débat que je viens d'avoir et avec le ministre Collinet Makosso, justement. Avant de revenir sur la littérature, le salon du livre, une dernière question. Pas de polémique non plus. Nous allons revenir sur le livre, mais la question c'est celle-là. La jeunesse congolaise pense, ou alors affirme peut-être à tort, que pour figurer, pour être élu, pour être nommé président du Conseil national de la jeunesse, il faut être un enfant ou il faut avoir une référence familiale. Non. Vous, le nom de Noumazalaï n'a pas pesé sur... Bon, je sais que ce nom peut causer une polémique dans la société. Parce qui se dit en tout cas. Parce que s'il y a le mot polémique, c'est que la société existe. Si la société existe, c'est qu'il doit y avoir de polémique à chaque instant, à tous les sujets. Oui. Mais moi je dirais ceci que quand j'ai pris la tête du Conseil national de la jeunesse, même mon défunt grand-père Noumazalaï n'existait plus. Il était déjà décédé. Oui. Moi, j'ai fait créer une association qui m'a fait démarquer. Mais le nom vous a quand même qui m'a fait démarquer, oui, dans ce que j'ai fait et qui a fait à ce que les Nations Unies m'accompagnent dans ce que je faisais dans le cadre des associations. Et après les propositions à l'endroit du gouvernement, ils ont vu que j'étais la personne habilitée pour pouvoir diriger le Conseil national de la jeunesse. Mais à cette époque, il y avait aussi plusieurs jeunes. Mais ces jeunes ne répondaient plus aux critères d'âge. Donc moi, j'avais cette chance d'accéder. C'est comme là, actuellement, j'ai laissé le mandat. Il y a eu des jeunes aussi qui pouvaient avoir la chance d'accéder. Curieusement, un jeune qui, soi-disant aussi, a de la famille, un peu dans ce sens-là, soi-disant. C'est une coïncidence ou un hasard, on va appeler ça comme ça? Pour ce jeune? Oui, non, il n'a pas de la famille dans ce sens. Je peux vous conter l'histoire de ce jeune qui dirige le Conseil. Oui. C'est moi qui l'emmène au Conseil national de la jeunesse. Donc c'est grâce à vous, justement. Et c'est moi qui l'emmène au Parti congolais du travail. Il n'était pas membre du PCT. Il n'était pas membre de la Force montante. C'est nous qui avons lancé la création de la Force montante avec le vieux Sabaye à l'époque, parce qu'il fallait avoir des jeunes dynamiques qui maîtrisaient tous les groupements sociaux de jeunesse et qui pouvaient apporter une force au parti. Donc nous avons fait ce travail et nous avons mobilisé les jeunes à tous les niveaux et qui sont venus pour créer la Force montante. Et nous avons mobilisé les jeunes à tous les niveaux qui sont venus pour créer le Conseil national de la jeunesse. Et ce jeune, c'est moi qui l'emmène dans ces deux entités. Donc une sorte de piston, on va dire. Ben, je dirais pas piston, je dirais pas c'est moi qui ai fait à ce que... Non. Je n'ai fait que le travail d'un ami dans le cadre social parce que vous savez, toutes les personnes que nous rencontrons dans la société, nous ne savons pas qui est qui et nous ne savons pas qui peut faire le chemin à l'autre. On est frères, certes. Si on devenait grand ami, vous allez me placer aussi dans ce cas. Ben non, moi je ne place pas, je ne suis pas celui qui pistonne. Oui, dans ce sens, je ne suis pas Jacques Faucard, je ne suis pas des grands qui ont dirigé ce monde, qui ont pistonné des grands hommes politiques. Non, je ne suis pas là. Mais je suis tout simplement un frère, un ami, qui peut accompagner ou qui peut ouvrir une porte si c'est peut-être fermé. Ok, d'accord. Revenons donc sur le livre. La jeunesse congolaise en ce moment bénéficie des infrastructures avec les initiatives du président de la République. Nous avons les nouvelles facultés, non, les nouvelles librairies, nous avons les amphithéâtres surtout. Qu'est-ce que vous allez dire à cette jeunesse-là qui vous regarde avec l'histoire? Nous savons tous qu'apprendre, étudier, c'est un grand chemin pour arriver au niveau où vous êtes vous. Vous allez dire quoi à cette jeunesse? Mais moi je pense qu'il faut aussi aller d'abord du constat. Nous avons fait un constat depuis tant d'années, des années précédentes, que les jeunes n'aiment plus aller dans les bibliothèques, aller lire. Les jeunes n'aiment plus découvrir. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un problème social dans le pays, parce qu'il y a un problème d'emploi, parce qu'il y a un problème d'éducation, parce qu'il y a eu un problème même d'ordre économique. Et tout cela a dégradé l'importance du livre. Hein? Donc c'est d'où les jeunes n'apportent pas assez d'importance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pensons, avec les efforts du président de la République, avec tout ce qu'il est en train de léguer à la jeunesse congolaise, en construisant notamment des infrastructures. Parce que là, le chef de l'État vient d'inaugurer des amphis au niveau de l'université Marien Ngouabi. Parce qu'au niveau de l'université Marien Ngouabi, ces vieilles amphis n'avaient plus de capacité à recevoir plus de 1000 ou 2000 à la fac de droit, c'était une sorte de porcherie, là, ça va mieux. On n'avait plus assez de capacité à recevoir plusieurs ou 1000 étudiants. Mais aujourd'hui, nous avons cette capacité. Nous sommes en train de rentrer vers cette modernité. Et cette modernité
modernité devait s'imprégner aussi avec la lecture. Oui. Parce que demain, le cadre de demain, c'est le cadre qui sait lire et écrire, qui sait parler, et c'est le cadre de demain qui sait vendre son pays. Mais cela se construit à travers la lecture. Mais c'est un travail que nous sommes en train de faire, et je pense que le gouvernement est en train de s'y atteler. Et nous, en tant que jeunes, nous ferons des efforts d'aller vers le gouvernement et d'aller vers ces jeunes pour leur parler et leur montrer peut-être le chemin à suivre. Leur montrer le chemin pour l'avenir surtout. En tout cas, nous sommes au Salon du Livre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Comme vous savez, le magazine de la diaspora sur DRTV, sur la chaîne nationale et sur MCR TV à Pointe-Noire. Nous sommes là pour vous apporter les nouvelles de la diaspora. L'événement de la semaine, de ce week-end, c'est donc le Salon du Livre, ici, au stand du Congo-Brazza. Un dernier mot, monsieur Moaba Noumazalaï. Je dois insister de prononcer le premier mot. Le dernier mot, je ne sais pas. Mais je dirais tout simplement que je suis très heureux de découvrir que le Congo fait partie des pays qui vend sa culture à l'étranger. Oui. Parce que j'ai sillonné le Salon du Livre, je n'ai pas vu assez des pays d'Afrique. Ça, il faut d'abord commencer par le reconnaître et féliciter le gouvernement. Parce que le bassin du Congo oui. A beaucoup de pays, en fait, avec les pays frontaliers. Oui, mais c'est le Congo qui oui. Est plus vu. Oui. Parce que nous parlons, c'est vrai que le bassin du Congo fait partie du deuxième bassin du monde. Oui. Hein? Mais c'est le Congo-Brazzaville qui est plus vu. Oui. C'est le Congo-Brazzaville qui est plus vendu. Et ça, c'est un coup de chapeau pour le gouvernement. Je dirais tout simplement que c'est des efforts à capitaliser pour améliorer peut-être demain. Et tout à l'heure, j'ai eu à partager un petit sujet avec le Premier ministre Alain Juppé, que je n'avais jamais vu. Et je l'ai vu au cours de ce Salon du Livre. Hein? Je l'ai vu au cours de ce Salon du Livre. Pourquoi? Parce qu'il est venu découvrir le stand du Congo. Et pour moi, c'est une fierté. Et je rentrerai tout heureux au pays. En tout cas, merci à vous. La jeunesse, c'est donc le lendemain de notre pays. C'est sur vous autres que la jeunesse se base. Nous comptons sur ce que vous avez déjà eu à faire en tant que président de cette institution, on va l'appeler comme ça. Ben, merci pour le passage et de nous avoir accordé ce bout de temps ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher grand frère Ilurich. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.